France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi jusque 18h30 sur France Maghreb 2 avec Hanan Zawani qui est avec nous. Bonjour Hanan. Voilà, le micro ouvert, c'est encore beaucoup mieux. Et là, comment ça va? Bah si, ça y est. Si, c'est bon, voilà, t'inquiète. Hanan Zawani pour nous accompagner pour une émission un peu particulière aujourd'hui. Nous avons décidé de consacrer une émission, un temps pour évoquer la vie de ceux qui sont dans la souffrance et qu'on a tendance malheureusement un peu à ignorer. Les réfugiés, leur souffrance, au travers de différents témoignages et de personnes qui travaillent justement pour les aider. Hanan, tu vas nous présenter un petit peu le plateau aujourd'hui ? Voilà, donc aujourd'hui, émission spéciale migrants. Effectivement, l'objectif de l'émission, un petit peu pour cadrer, c'est de parler de la situation des réfugiés ici en France, de leurs conditions d'accueil et des solutions qui sont proposées pour améliorer cet accueil par nous les citoyens. Donc aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Isabelle Fadjara, donc qui est Isabelle Grenet, pardon, qui est la réalisatrice du film Fadjara, un documentaire qui dure 70 minutes, donc qui a été monté suite à une immersion de 11 mois sur les camps de Calais en 2015 notamment. Donc voilà. Très bien. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour, merci de me recevoir, merci beaucoup. Alors vous allez pouvoir nous parler de Calais, de ce documentaire qui a été distribué, ça y est ? Le documentaire diffusé ? En fait, il est pas distribué, puisque c'est un film documentaire qui est autoproduit. D'accord. Donc je ne passe pas par de maisons de production, et qui dit maison de production dit diffusion. Donc ce sont vraiment des projections dans des lieux soit alternatifs ou dans des salles de cinéma. D'accord. Et je suppose qu'il y a aussi beaucoup de non-dits sur alors ce que certains ont appelé et qu'on n'aime pas d'ailleurs la jungle de Calais, ce qui n'était pas du tout une jungle. On est d'accord avec ça ? On est tout à fait d'accord. Moi, c'est plutôt un bidonville en fait. Un bidonville, voilà, à ciel ouvert. Et on a raconté beaucoup de choses sur Calais. On fera le point avec vous, Isabelle. Également, on a avec nous Hanan. Donc on a avec nous Adriana Wilms, qui est la coordinatrice récolte, voilà, d'Utopia 56, qui est justement une association, une organisation qui était présente sur les camps de Calais, qui aujourd'hui est présente au niveau du centre Hidalgo, donc ce nouveau centre humanitaire de transit, dira-t-on, et ils sont également présents dans le nord, sur différents points. Écoute, Adriana, présente-toi. Ça va être Bonjour Adriana. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. Soyez la bienvenue. Donc alors, pour faire un petit complément d'information sur la présentation d'Hanan peut-être ? Alors oui, du coup, je suis coordinatrice Collect avec Utopia. Je m'occupe de coordonner un peu les équipes de bénévoles qui nous aident avec les collectes pour pouvoir vêtir les personnes qui sont hébergées au centre Porte de la Chapelle, mais aussi distribuer des articles de première nécessité aux personnes qui dorment dehors, dans la rue, aux abords du centre. Utopia, c'est pas seulement Paris, c'est aussi Calais. On a commencé à Calais et on est toujours présent. On a une équipe réduite, mais qui est toujours en grande activité. Même si ces activités ont changé, maintenant on fait surtout des maraudes parce que nos possibilités d'action ont beaucoup changé sur le terrain. Très bien. Et puis au milieu de toutes ces femmes, il a de la chance. Il s'appelle Foued d'Atmosphère. Comment ça va, Foued ? Super bien. Beau plateau, ça va, t'es bien. Écoute, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors Foued, présente-toi un petit peu l'association Atmosphère. Alors Atmosphère, c'est quoi ? C'est tout simplement une association qui occupe des espaces, on va dire, soit en voie de destruction. En fin de compte, on est tout simplement des squatteurs, c'est-à-dire des droits. On n'a ni droit ni titre et on occupe des espaces et on y insère, on y resociabilise toutes sortes de populations. Très bien. Voilà. Alors avec vous, on va parler évidemment de ce que vous connaissez fort bien, puisque vous les côtoyez au quotidien, des réfugiés, de leurs souffrances, des réfugiés qui sont, vous l'avez constaté comme moi, comme nous tous, absents, en tout cas leur sort est absent de cette campagne électorale en cours en ce moment. C'est tout à fait regrettable, alors qu'on est en train de parler des différentes affaires de nos différents responsables politiques qui s'illustrent par alors je cherche le mot là, aidez-moi là, voilà, des costumes à 13 000 euros.
Alors que voilà, le sort des réfugiés qui eux sont évidemment dramatiques, scandaleuses dans le pays des droits de l'homme et dans un pays, comme j'aime à le rappeler aussi, qui a une responsabilité envers ces réfugiés. On ne peut pas être le pays le plus guerrier au monde et ne pas en avoir les conséquences, en assumer les conséquences. Et en l'occurrence, la France est, jusqu'à ce jour, le pays le plus guerrier au monde avec présence de la France dans 7 conflits mondiaux. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut se poser aussi les bonnes questions et essayer d'y apporter les bonnes réponses. On va en parler en tout cas avec vous tous. Merci de votre présence pour cette émission spéciale. On va commencer cette émission par le coup de cœur musical. Comme de tradition, on va écouter aujourd'hui un titre de Rimka, que vous connaissez peut-être tous autour de cette table, un rappeur bien sûr de Vitry-sur-Seine, qui s'est inspiré du film de Grand Corps Malade qui est actuellement à l'affiche, qui s'appelle Patient. Et le titre justement, c'est Je patiente. C'est un peu ce que font d'ailleurs les réfugiés, patienter. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec Hanan Zawani qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans cette émission, pour cette émission spéciale consacrée aux réfugiés avec beaucoup d'invités dans nos studios. Hanan, je te propose de nous représenter nos invités avant de passer au zapping et avant de passer donc au sujet central d'aujourd'hui. Alors avec nous Isabelle Grenet, réalisatrice du film Fadjara, donc qui traite de la situation des réfugiés à Calais. Adriana Wilms, coordinatrice collecte à Utopia, donc qui est une association également qui est en charge de la gestion des films au centre de la Chapelle notamment, et Foued Abou Hamda, donc qui est un militant activiste qui ouvre des lieux, des bâtiments inoccupés pour. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Inoccupés, il y en a un paquet ici. Il y en a un petit paquet. Donc aujourd'hui, le lieu principal sur lequel on travaille en collaboration d'ailleurs, il est à Saint-Ouen. C'est un lieu qui fait 2000 m², qui aujourd'hui accueille une quinzaine de résidents, et on est en train de mettre en place tout un tas de projets autour des réfugiés. Très bien, alors on va en parler avec vous tous bien entendu dans quelques instants. Vous allez pouvoir d'ailleurs réagir et donner votre petit point de vue si vous le souhaitez, bien sûr au zapping qui va vous être proposé dans un instant. Cela dit, une petite information, c'était donc ce matin en fin de matinée une fusillade qui a eu lieu dans un lycée du côté de Grasse, c'est dans les Alpes-Maritimes. Une fusillade qui a fait 8 blessés dont le proviseur. Alors c'est pas des blessures graves, heureusement, des blessés graves. Et on apprend donc il y a quelques minutes en fait que le tireur âgé de 17 ans est le fils d'un des conseillers municipaux de la ville de Grasse. Voilà, donc emballement évidemment, vous vous en doutez, médiatique en fin de matinée. BFM TV compagnie nous parle d'un attentat qui aux alentours de 14h30, 15h, on commence à changer finalement. Ce n'est pas un attentat mais un règlement de compte. Voilà. Donc pour les éléments concernant cette fusillade, puis il y a eu un autre événement aussi ce matin au siège du FMI à Paris, boulevard Avenue Iéna, une lettre piégée visiblement, et François Hollande a évoqué et parlé d'un attentat. C'est vrai qu'en France, dès qu'il se passe quelque chose, on a tout de suite le doigt pointé sur un attentat. J'aime à comparer ce qui s'est passé en Allemagne. Les autorités allemandes ont été beaucoup plus prudentes et ont attendu qu'il y ait enquête avant d'évoquer attentat ou pas d'ailleurs, comme dans d'autres pays. Mais ici, on a la culture de l'attentat un peu rapide. Voilà, ceci étant, parenthèse refermée, on passe donc au zapping. Alors dans le zapping, pour commencer, scène incroyable qui s'est produite hier à l'Elysée lors du point de presse par le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, qui fait remarquer que les journalistes ont un peu déserté les points de presse de Stéphane Le Foll. Il fait remarquer, on va terminer à 3 journalistes à la fin de notre mandat. Écoutez cette scène assez irréaliste donc qui s'est produite hier, à croire que les journalistes sont plus du tout intéressés par ce qui se passe du côté de l'Elysée et de François Hollande. Bon, je crois qu'on vous a proposé un petit quelque chose. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, hein. Ça, fait... Non, c'est vrai qu'il y a une campagne électorale, donc ça se passe ailleurs. Ben voilà, hein, j'ai compris. Oui, on va se retrouver avec 3-4 journalistes à la fin. On va quand même fêter, on va faire un petit truc sympa. On a fait ensemble, d'ici 2 semaines, je crois, 150 points de presse. Pas mal, hein. Donc on marque. Je crois, oui, ça doit être ça à peu près. 150e. Voilà. Donc soyez là, hein. Et dites-le aux copains, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit tout seul quand même, hein. Même si France Inter c'est très important. L'AFP sera là. Et Reuters aussi. Bloomberg, là, disparu. Fini.
Qui manque là? Europe 1, France 2. Non, on va les rappeler. Ah bah oui, hein, dites-leur. Hein. Dans 15 jours, 150. Oh non, j'aurais supporté 150 fois vos questions, vos sarcasmes, vos accusations d'avoir été sur les lobbies industriels, le lobby de la FNSEA d'un autre côté, tout. Ouais. Il a tellement pensé fort que j'ai pas pu m'empêcher de lui dire. Bon allez, je sais pas, monsieur le directeur. Et même tout salon. Ah tiens, ça fait longtemps ça. Allez. Scène incroyable quand même. Stéphane Le Foll se retrouvant quasiment tout seul avec quelques journalistes, pour son point de presse. Donc il nous l'a fait remarquer. Hanan, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait un peu mesquine quand même pour cette fin de mandat là. Ça prête à sourire. Il utilise l'ironie effectivement, mais c'est vraiment révélateur aujourd'hui de ce qui se passe en France au niveau de l'actualité. C'est qu'on a des total focus sur les campagnes, sur Fillon qui a pris toute la place, et à côté plus rien n'existe. Après que on aille se déplacer effectivement à un discours du porte-parole du gouvernement, étant donné que Hollande aujourd'hui a complètement disparu du paysage médiatique, c'est pas étonnant qu'on ait 3 journalistes qui se battent en trio pour recueillir une parole en fait qui n'existe plus. Si l'un d'entre vous souhaite réagir, n'hésitez pas, surtout. Ne vous privez pas. Voilà, donc Stéphane Le Foll qui se retrouve un peu seul et qui l'a fait savoir et qui demande ça prête à sourire, oui. Qui demande à tous les journalistes de faire venir les copains quand même, qui se retrouvent pas seuls à la fin. Alors, suite d'autre chose dans ce zapping, Emmanuel Macron, en pleine ascension en ce moment, il y a la question posée sur un possible ralliement de Manuel Valls. Voici comment ce dernier referme la porte assez violemment. Écoutez. Je vais donc aujourd'hui continuer, comme je le fais depuis le début, à consacrer mon énergie et mon temps à porter un projet cohérent, le projet des progressistes, et à parler de la vie du pays, et pas du tout à parler des vicissitudes des partis qui ne m'intéressent pas. Je n'ai pas fondé une maison d'hôtes. Pardon de vous le dire, nous avons créé un mouvement politique et je suis candidat à la présidence de la République. La candidature à la présidence de la République, c'est le rapport entre un homme, un projet, un peuple. C'est cela, faut pas se tromper. On n'est pas encore aux législatives. On n'est pas encore aux législatives, dit Emmanuel Macron, pour dire voilà, on fait pas encore d'arrangement entre amis, quoi, quelque sorte, Alan. C'est exactement ça. De toute manière, aujourd'hui, il peut pas prendre, en même temps, ça l'arrange. Moi, je pense que c'est un très bon coup pour lui que Valls ait refusé sa signature à Hamon. Donc, les électeurs forcément vont se retourner vers Macron. Donc, encore une fois, ça va l'avantager. Après, lui, en tant que futur président, en tant que candidat au présidentiel, qui défend en fait une position ni à droite ni à gauche, une position au centre, il ne peut que le tacler en réalité. C'est une question que j'ai envie de poser à Isabelle. Isabelle, est-ce qu'il y a un des candidats qui a retenu votre attention par rapport au sort des réfugiés, par exemple? On en a parlé dans cette campagne? Moi, il me semble pas. Moi, j'en ai pas entendu parler, mais par contre, Christophe, je t'avouerai que cette campagne présidentielle, je m'en désintéresse complètement dans la mesure où je ne vote pas, que je ne voterai pas. Je suis abstentionniste et je le revendique très clairement. Très bien. Adriana? J'ai pas trop d'avis sur la question. Foued? Là, actuellement, il faut savoir... Bien devant le micro, Foued. Oui, alors, faut savoir que, nous, en tant que militants, ça va au-delà, de cette simple élection présidentielle. Donc, on sait que, nos problèmes nous fera encore 20 années de travail acharné. Et c'est pour ça que aujourd'hui c'est vrai qu'on fait pas trop attention à ce que, puis même eux, je pense que ils ont aucune solution miracle, parce que vraiment les solutions viendront vraiment d'en bas, des auditeurs qui nous écoutent, de tout le monde, donc Alors, aujourd'hui à Mont, Benoît Hamon, il a quand même il a pris une position pour les réfugiés. Donc il a défendu lors de sa campagne des primaires le visa humanitaire. Donc aujourd'hui c'est le seul en fait à avoir pris une position claire et nette d'un accueil digne à partir du pays d'origine. Donc le visa humanitaire aujourd'hui c'est quelque chose qui existe, qui est déjà mis en place, mais qui est absolument pas répandu, voilà.
Très bien. Et bien justement, puisque tu en parles de Benoît Hamon, eh bien on va l'écouter tout de suite puisqu'il a présenté aujourd'hui une nouvelle mouture de son programme en envoyant quelques signaux, notamment à Arnaud Montebourg avec le fameux Made in France. C'était ce matin, écoutez. 50% des marchés publics seront réservés aux petites et moyennes entreprises. Je sais que certains s'inquiètent déjà de savoir si cette mesure est compatible avec le droit européen. Elle ne le serait pas si nous avions indiqué qu'il faudrait réserver les marchés aux entreprises françaises. Ce n'est pas le cas. Nous ciblons des entreprises selon leur taille. Les PME, PMI, TPE favoriseront donc les circuits courts, favoriseront la capacité des collectivités publiques, de l'État, à pouvoir justement passer des marchés avec des entreprises qui se situent à proximité d'elles. J'introduirai aussi des clauses sociales, environnementales, d'emploi et de produire local, de façon à favoriser là encore le tissu de nos PME et TPE. Les entreprises qui délocalisent devront rembourser les aides publiques perçues et je m'opposerai au traité de libre-échange CETA et TAFTA qui, à mes yeux, menacent nos préférences collectives. J'exclurai les services publics et l'agriculture du champ des négociations commerciales. Voilà, c'était Benoît Hamon donc qui a proposé une nouvelle mouture donc de son programme. Il a un tout petit peu reculé sur sa proposition phare du revenu universel. Voilà, donc à suivre de très près. Benoît Hamon, c'est un candidat qui t'interpelle, Anan? Alors moi, c'est un candidat qui m'a beaucoup interpellé lors des primaires. Oui. Donc c'était la surprise, hein. C'était la surprise, mais même avant ça, j'ai pris le temps d'étudier un petit, en tout cas de regarder son programme pour valider, en tout cas me rassurer sur le fait que oui, je peux voter Benoît Hamon. L'idée en fait de mon vote, c'était de barrer la route à Emmanuel Valls, et pour me donner, pour comprendre en réalité mon vote, j'ai été voir quelles étaient ses propositions. Donc moi, la raison pour laquelle j'ai voté Hamon lors des primaires, c'est effectivement parce que je suis engagée auprès des migrants et qu'il y avait cette proposition de visa humanitaire, et également et surtout pour ce fameux revenu minimum universel. Malheureusement aujourd'hui, face à la pression, il recule totalement. Donc voilà, très déçu. Pas totalement. Il recule. En partie. Hein. Voilà, ouais. Il recule. En partie. Donc très déçu. Oui, on attend de voir, bien sûr. Pour finir ce zapping, vous connaissez certainement pas ce personnage, mais pourtant on l'a vu hier soir sur C8. Briand Masson, c'est le responsable des jeunes du Front National, FMJ du sud de la France. C'est lui qui a été suivi en caméra cachée pendant plusieurs semaines par un jeune journaliste envoyé par C8 et dont le reportage a été diffusé hier soir. Le jeune journaliste s'est fait passer pour un militant du FMJ afin d'intégrer la section et de se rapprocher par conséquent de la direction du FMJ de Nice. Dans un extrait diffusé hier soir, on peut voir Briand Masson invité dans une fête du FMJ à Lyon. Il a quitté les lieux car pour lui ce ne sont pas des durs, c'est de chochottes, etc. En parlant des militants de son propre parti quand même, il a préféré aller dans une autre soirée avec des vrais, c'est-à-dire avec des militants identitaires. Écoutez cet extrait. Il est 19h. Et ce soir-là, Brian et son groupe sont invités à une soirée organisée par le FNJ de Lyon. Dans le centre-ville, à l'intérieur de cet immeuble, sont rassemblés une cinquantaine de jeunes frontistes. Ils viennent de toute la France. Et ça me fait bon au cœur de voir tous ces jeunes parce que j'ai du mal en Corrèze en avoir. Si Brian est venu ici, c'est pour nouer des relations et entretenir son réseau. Mais la soirée ne suscite pas vraiment son enthousiasme. Une obligation qu'il doit respecter, mais ce n'est pas avec les jeunes du FN qu'il compte passer toute sa soirée. Car à l'entendre, les jeunes militants du parti qui sont ici manquent cruellement d'intérêt et d'aspérité. C'est ce qu'ils me confient alors que nous quittons les lieux. Honnêtement, une soirée comme ça sert à rien. Mais c'est bidon, c'est tout des tapettes. Moi je dis c'est maigre, c'est cette espèce de chuchote. Ah ouais, il n'y a plus personne. Direction chez les vrais. Chez les vrais sont les identitaires évidemment, les très durs bien sûr de ce parti du Front National. Alors ce reportage a montré, illustré des choses qu'on savait finalement, qu'au sein de ce parti se trouvent quand même des
des gens qui ont un discours extrêmement raciste, xénophobe, islamophobe. Et d'ailleurs, le Front National a jugé ce reportage absolument monstrueux, effectivement toujours dans la position victimaire. Hein. Anan. Après, Marine Le Pen, là, sur les dernières informations qu'on a eues, elle a quand même pris des sanctions par rapport à ce bureau. Oui, alors sur un des responsables de ce bureau qui a effectivement remis en cause la Shoah, etc. Et donc là, c'est parti très haut, très loin. Voilà, donc ça c'était ce reportage sur C8. Voilà, ainsi se referme ce zapping. Nous allons pouvoir commencer à évoquer ce sujet qui a amené donc la présence de Adriana, Foued et d'Isabelle pour parler des réfugiés, parce que les réfugiés, on en a parlé, on en parle dans des espaces bien déterminés. Par exemple à Calais, on en a beaucoup parlé. Ça a été d'ailleurs à l'époque, il y a quelques mois, le sujet évoqué dans les différents JT, dans les différentes rédactions, pour parler de ce qui se passait à Calais. Moi, j'aimerais d'abord poser la première question à Isabelle. Par rapport à tout ce que l'on a entendu, et c'est par rapport à Calais, qu'on a qualifié à tort de jungle de Calais, comment ça se passait du côté de Calais? Est-ce qui y était? Comment fait-on pour y entrer? De quoi avaient besoin ces gens? Et comment s'est fait aussi le fait de fermer en quelque sorte ce bidonville et des gens qu'on a voulu éparpiller un petit peu sur tout le territoire. Comment ça s'est passé, Isabelle? Est-ce que tu peux illustrer un petit peu ce qui s'est passé à Calais? Alors, je sais pas si je vais me souvenir de toutes les questions que tu viens de poser. Sinon, je les referai tranquillement, mais pour parler de Calais d'abord. Tu m'as demandé qui était en premier. Donc, tu avais plusieurs nationalités. Des Soudanais, des Afghans, des Érythréens, des Somaliens, des Pakistanais, des Iraniens, des Irakiens, des Syriens, des Égyptiens, des Kurdes. Ouais. Voilà, je dois en oublier, mais oui, dans l'ensemble, c'était ces nationalités-là. Alors, tu les as rencontrés, bien sûr, enfin pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Qu'est-ce qu'ils voulaient, ces gens-là? Est-ce qu'ils voulaient, comme on nous dit dans les médias, quitter la France pour rejoindre l'Angleterre, ou ils aspiraient à peut-être se faire une situation ici en France? C'était quoi le but de ces gens? Alors, la majeure partie d'entre eux et elles, effectivement, se rendaient à Calais pour essayer de passer la frontière, qui était à 30 km d'Ouvres. Ouais. Voilà, c'était leur but premier. D'autres, par contre, qui étaient déboutés ou qui étaient en attente de droit d'asile, du coup... quand t'es débouté, enfin, ou en tout cas, quand tu construis ton dossier pour une demande d'asile, tu n'es pas pris en charge par l'État français. Ça, il faut le savoir. Parce qu'il y avait des folles rumeurs qui couraient que tous les exilés qui étaient sur le camp de Calais percevaient jusqu'à des 800 €, des chiffres faramineux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est affreux parce que on va expliquer tout à l'heure peut-être ce qu'est un demandeur d'asile et ce à quoi il a le droit. C'est bien évidemment très très loin de ce que l'on a pu raconter. Hein. Voilà. Et donc ces personnes-là qui étaient en attente d'acceptation ou pas, d'ailleurs, n'avaient nulle part où aller parce qu'elles ne sont pas prises en charge. Donc elles venaient dans le bidonville à Calais, parce que là il y avait quand même des lieux où elles pouvaient se poser, même si c'était difficile, des conditions atmosphériques extrêmement dures aussi, puisque c'est le nord, on a eu un hiver rigoureux, c'est pas facile de vivre plusieurs mois sous la pluie, dans le vent, exposé à des températures négatives. Mais par contre, grâce à la solidarité et notamment d'Utopia 56 qui a fait beaucoup de choses sur le terrain, ces personnes-là ont pu survivre. Donc elles venaient se poser et d'autres étaient là au quotidien pour essayer de passer la frontière. Et le but du documentaire que vous avez fait, Isabelle, c'était de rentrer en immersion donc par rapport à ces gens, avec ces gens, pour démontrer quoi? C'est quoi le message? C'est pour montrer la réalité de ce que l'on pouvait ou comment on vivait du côté de Calais? Oui, voilà. Pour ces réfugiés? Si tu veux, je me rends compte de par mes expériences passées que il y a toujours une stigmatisation, une désinformation des médias étatiques, et je savais malheureusement ce qui allait se passer à Calais.
Et Ouais. donc j'ai décidé de partir sur la route, aller à la rencontre de ces personnes-là pour avoir leur ressenti, et ensuite rester dans le bidonville pour filmer ce qui s'y passait au long cours. Donc ces 11 mois retracent la vie du bidonville. Tu as, il y a des témoignages dans Fadjara, mais tu as aussi la violence étatique au cours de l'expulsion de la bande des 100 mètres de la zone sud. Tu avais par exemple des brigades et des brigades de CRS et de gendarmerie qui étaient là pour protéger pendant l'expulsion de la zone sud les équipes de démolition qui sont venues détruire les cabanes en février et en mars, en plein hiver. Il neigeait là-bas. Des équipes de démolition, soulignons-le encore une fois, dans tous les tout coup tordu, on retrouve Vinci, et qui a démoli le camp de Calais, c'est une filiale de Vinci. Voilà. Quel a été l'accueil des réfugiés par rapport à ton documentaire, ton action? Ça a été bien perçu ou ils se sont méfiés au départ? En fait, ça s'est passé très simplement puisque j'avais rencontré, avant d'arriver à Calais, je m'étais rendue dans un squat, dans un ancien lycée, Place des Fêtes dans le 19e. Quelqu'un peut se rappeler du nom du lycée, moi je m'en souviens plus. Et je sais pas si vous... Oui, voilà. Jean Jaurès, c'est ça, dans le 19e. Et dans ce squat, j'avais donc où il y avait donc 6 étages, et du coup il y avait beaucoup de réfugiés, d'exilés qui habitaient dans ce squat-là, qui étaient mis à l'abri. Et j'ai rencontré un jeune Égyptien qui était parti du bidonville suite à des problèmes de sa communauté avec la communauté kurde. Et du coup, quand je lui ai fait part de mon projet et d'aller à Calais, quelques jours avant mon départ sur Calais, il m'a demandé si je pouvais l'amener là-bas. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, mon arrivée sur le camp a été très facile puisque j'arrivais avec ce jeune homme. Et j'ai été accueillie chaleureusement, vraiment. Ils sont allés chercher du poulet frit, des patates frites. Ils m'ont procuré une tente, des couettes pour que je puisse m'installer auprès d'eux. Et voilà, et ça s'est fait comme ça en fait. Ça n'a pas été calculé. Donc tu as vécu avec eux pendant plusieurs mois. Pendant 11 mois, oui. Dans les mêmes conditions. Bah, comme tout le monde. Sauf Ouais. que, voilà, moi je me suis procuré des bouillottes quand même. On en a distribué aussi. Parce que la nuit faisait vraiment très très froid. On restait auprès du feu jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin, tellement on avait froid. Parce qu'on savait que quand on allait se coucher, on allait juste s'engouffrer dans un sac de couchage humide et glacé. Et donc je me suis procuré des bouillottes, et te dire, j'ai fini avec 4 bouillottes. Parce que c'était juste pas possible sans bouillotte, en tout cas pour moi, quoi. Parlons de cette violence que beaucoup ont dénoncée dans ce camp de Calais, notamment il y avait une journaliste aussi qui a déclaré avoir été violée dans ce camp. La violence, elle était présente aussi à Calais? Bien sûr qu'elle était présente. À un moment donné, Calais, le bidonville, on était 10 000, jusqu'à 10 000. Oui. Sur un périmètre très très étroit. Alors comment veux-tu qu'il n'y ait pas de violence? D'autant plus que la violence, non seulement elle était interne, ok, mais elle était surtout externe. Et cette violence étatique, on vivait H24 quand même, il faut le savoir, cerné par des compagnies de CRS ou des compagnies de gendarmerie, la police de Calais, le commissariat. On était entouré de grillages et de fils barbelés, plus des caméras vidéo. Il y avait cette violence-là, plus la violence en amont, c'est-à-dire que tous ces gens qui sont arrivés à Calais, ils ont un parcours très difficile, ils ont vécu eux-mêmes la violence, des pressions policières, des tortures, des emprisonnements arbitraires dans leur pays, c'est pour ça qu'ils l'ont quitté. Et donc, et puis rien que le simple fait de prendre la route, de faire des milliers et des milliers de kilomètres, traverser la Méditerranée ou traverser les Balkans et arriver à Calais et être à 30 kilomètres de ton but et d'en être empêché, c'est d'une violence terrible. Donc forcément que lorsqu'il y avait un incident mineur, eh bien ça explosait. Est-ce que tu as croisé ces hommes qui ont tenté malgré tout de traverser pour rejoindre l'Angleterre et qui n'ont malheureusement pas survécu parce qu'il y a eu des drames aussi? Est-ce que des gens que tu as rencontrés que tu n'as plus revus après?
Oui, malheureusement. On le voit dans Fadjara d'ailleurs, dans mon quartier, puisque finalement c'était un village, le bidonville. Dans mon quartier, à un moment donné, il y avait un monsieur soudanais qui était malade. Et il a fait une crise de diabète très forte. Et on l'a retrouvé décédé le matin. Voilà. Donc ce monsieur a été emporté par la maladie là, et il n'était pas pris en compte par des soins, et donc du coup on est allé l'amener à sa dernière demeure au cimetière nord de Calais. Et il y a une scène justement dans Fadjara qui est très pudique, et où on voit un camarade qui prend soin de la tombe de ce monsieur. Ouais. Alors Fadjara, on peut le voir où, ce documentaire ? Alors ce soir, pas ce soir, pardon, on pourra le voir samedi, oui. À l'Atmosphère à 19h. Mais mes Fouad et Hanan connaissent très bien l'endroit, puisqu'ils en sont, surtout Fouad qui en est à l'initiative de l'ouverture, et Hanan du coup qui collabore à ce projet merveilleusement bien. Donc ils pourront nous expliquer où ça se trouve. Alors j'ai un petit mot à dire à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est que Fadjara, bien sûr, soutient l'Atmosphère et soutient les repas du Salem, et que du coup les personnes qui seront désireuses de venir voir Fadjara, je leur demande, si elles le veulent bien, de venir avec quelques kilos de riz et quelques provisions pour laisser au repas du Salem, qui fait un extraordinaire travail sur le terrain, rue Philippe Gérard, pour nourrir toutes les personnes qui sont à la rue, que ce serait d'ailleurs des exilés ou des gens dans la très grande précarité. Il n'y a absolument aucune différence de traitement. Allez, dans un instant, on va continuer évidemment à parler des réfugiés avec Fouad et Adriana, qu'on va écouter aussi pour qu'ils nous racontent un petit peu leur expérience, leur approche, la vie tranchée de Hanan aussi à suivre. Et je crois qu'on aura aussi avec nous par téléphone, c'est le coprésident, c'est ça, cofondateur, pardon, donc de Utopia 56. 56 étant dans quel département ? Dans Morbihan. D'accord, Morbihan. La Bretagne, vive les Bretons. Oui, Morbihan. Non, je me disais bien que la Bretagne, je connaissais quand même, hein. Le golfe du Morbihan, notamment, c'est très beau, c'est à découvrir, hein. Il y a plein de petites îles, c'est sympa. Bref, pub tout de suite, et on continue avec vous, chers amis auditeurs, auditrices aussi. Voilà, on parle de la réalité, comme j'aime à dire. Vous voyez, c'est pas la télé-réalité qu'on aime vous vendre. Aujourd'hui, c'est de la radio-réalité, de la vraie réalité que l'on essaie de refléter au travers des ondes de France Maghreb 2 aujourd'hui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Hanan Zawani et nos invités aujourd'hui pour cette émission spéciale réfugiés sur France Maghreb 2 pour avoir évoqué avec Isabelle il y a quelques instants Calais et cette immersion dans ce bidonville du côté de Calais qui aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'il en reste d'ailleurs Isabelle aujourd'hui à Calais? Du bidonville? Oui. Il ne reste plus rien. Plus rien. Une dune, du sable, mais par contre, oui, il reste un mur anti-intrusion d'1 kilomètre de long, le long de la rocade. Et là, ils sont en train de mettre des grillages aussi. J'ai vu ça sur les infos, des grands grillages qui empêchent les gens de rentrer dans les broussailles. Est-ce que tu as des nouvelles de ceux que tu as côtoyés évidemment pendant plusieurs mois? Ils sont où aujourd'hui? Quelle est leur situation? Alors, les situations sont diverses. Certains ont réussi à passer. Ouais. D'autres, le jour de la déportation, le 24 octobre, ont choisi de partir dans les bus vers des CAO. Donc certains, leurs dossiers sont encore à l'étude, et d'autres, notamment je pense à une personne, Moussa, lui, il a eu son dossier accepté. Voilà, et d'ailleurs je vais le retrouver, il est à Bourges, et je vais le retrouver le 21 mars, où je vais projeter Fadjara à Bourges, et je vais avoir le grand bonheur de retrouver Moussa. Ça va être un moment très fort. Alors, avant de passer à la vie tranchée de Hanan Zawani dans un instant, Adriana, est-ce que tu peux présenter un petit peu aux auditeurs ce que fait un petit peu ton association pour que les auditeurs comprennent? Alors, Utopia 56, c'est une association citoyenne qui a commencé en janvier 2016, donc on a seulement 1 an. Ouais. Maintenant, donc ça a commencé à Calais. Un groupe d'amis
se sont rendus à la jungle pour voir vraiment ce qui s'y passait. Ah, tu dis jungle, toi? Oui, parce que c'est le nom qu'on utilise, ouais. Dans le bidonville de Calais, alors. Non, mais je sais pas, oui. Oui, jungle, c'est la forêt en pachto, je pense. Donc c'était la forêt à la base. C'est pour ça que c'est devenu la jungle. Mais c'est comme ça qu'on l'appelait quand on y allait, et avec même les réfugiés sur place, on l'appelait la jungle. Donc c'est resté. Donc ils se sont rendus à Calais et se sont rendus compte que il y avait surtout des Anglais sur place, qu'il n'y avait pas assez de bénévoles, que des associations travaillaient très dur depuis des années pour apporter le minimum de dignité possible à ces personnes. Et donc ils se sont dit on va ramener toute la Bretagne, on va mobiliser nos amis, notre entourage, et en essayant de combler un manque. Ils n'ont pas voulu venir pour remplacer ce qui était déjà fait. Ils ont voulu vraiment voir ce qui manquait. Et ce qui manquait vraiment à Calais, c'était le ramassage des déchets. Il y avait des déchets partout qui n'étaient pas ramassés par la municipalité. Et donc Utopia 56, à la base, on a fait du ramassage de déchets. D'accord. Voilà. Alors on en parlera tout à l'heure avec le cofondateur d'Utopia 56 qui sera avec nous dans un instant. Juste après l'avis tranché de notre ami Hanan Zawani. Est-ce que tu es prête, Hanan? Je suis prête. Alors jingle. L'avis tranché de Hanan Zawani pour ce jeudi. Donc l'homme réfugié en tant qu'homme au-dessus des considérations politiques. En 2015, l'Europe a été confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, de demandeurs d'asile et de migrants en situation irrégulière qui a provoqué en Méditerranée et le long de la route migratoire des Balkans occidentaux une crise humanitaire sans précédent, entraînant notamment des pertes tragiques de vie en mer tout au long de l'année. De même, les conditions d'accueil sont indignes et relèvent de la schizophrénie. D'un côté, le Conseil européen, dans sa déclaration du 23 avril 2015, est convenu de la nécessité de réagir rapidement et efficacement face à la crise humanitaire. Et de l'autre, en 2017, dans ces pays la constituant, l'Europe bafoue les droits de l'homme les plus élémentaires envers ce réfugié venu chercher asile politique et économique. Aujourd'hui, il apparaît difficile aux citoyens du monde lambda qui représentent l'immense majorité de faire le tri entre toutes ces informations, à moins d'être un expert en politique géostratégique ou de se tenir informé au plus près des enjeux économiques. Nous, citoyens du monde et de France, musulmans ou pas, peu importe, là n'est plus la question, nous n'avons qu'un seul choix qui pourra bouleverser l'ordre du monde et c'est ma conviction profonde. Considérer l'homme réfugié au-dessus de toute considération politique et nous enjoindre, pour reprendre les mots de Tarek Mami, la fraternité humaine universelle et la croyance sincère que nous devons nous soutenir les uns les autres, partout, comme nous souhaitons être protégés nous aussi, et que la hauteur de la protection des minorités démontre la tolérance des sociétés. Nos sociétés apparaissent totalement fragmentées et incapables de se tenir debout pour la paix. Comment 7 milliards d'individus sont contrôlés par une minorité de dirigeants? Comment peut-on investir 200 000 milliards dans les budgets guerre quand ces mêmes 200 000 milliards pourraient éradiquer la famine pendant 500 ans? On distribue des prix Nobel de la paix ici et ailleurs alors que le seul processus de paix qui aboutira est de se tenir debout pour la paix sans faillir. Dire haut et fort que nous, citoyens du monde, ne voulons plus de ces guerres et que oui, nous voulons partager. Le PIB de la France ou des États-Unis, que vaut-il quand des millions d'hommes sont tués ou obligés de s'expatrier pour survivre? L'idée de se tenir debout pour la paix ensemble est la seule qui vaille, en utilisant notre verbe comme bouclier et notre courage pour les accueillir au sein de lieux autogérés par des citoyens comme l'atmosphère apparaît aujourd'hui utopiste, puisque même ici en France, l'État se désengage et offre en retour des miettes de solidarité et va jusque condamner ses propres citoyens pour délit de solidarité. Des associations de soutien aux réfugiés sont présentes partout dans le monde, menées par une poignée de femmes et d'hommes aussi. La réalité est que nous peinons à trouver assez de bénévoles pour leur dire à eux réfugiés, nous sommes là pour vous en nombre suffisant. Ils nous remercient et nous adressent leurs plus belles invocations pour une assiette de riz, mais comme moi, beaucoup d'autres qui sommes là sur le terrain partageons, je pense, le même sentiment. Nous avons honte,
honte de notre incapacité en tant qu'hommes à leur tendre autre chose qu'une assiette, un sourire que nous avons à peine le temps de leur adresser, car ici en bas de nos fenêtres, trop ferment les yeux, quand d'autres se voient offrir des costumes à 13 500 €. L'homme réfugié est humble, le premier conscient de la réalité de ce monde qu'il a propulsé au péril de sa vie, et pour rêver une vie meilleure ici en France. En réponse à ce drôle de monde que nous subissons malgré nous, enjoignons-nous la patience et l'endurance, enjoignons-nous la fraternité, soyons les prix Nobel de la paix au sein de nos familles. L'espoir fait vivre, la lutte pour la paix et dans la paix font avancer, l'humanisme, la foi, la fraternité sont les seules voies. Merci beaucoup Anan. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir par rapport à cet avis tranché, comme veut la tradition dans cette émission? Voilà, si quelqu'un a un petit mot à dire par rapport à ce que vient de dire Anan, n'hésitez pas à prendre la parole. Moi j'ai un petit mot à dire. Je rejoins Anan. Je la rejoignais il y a quelques mois quand elle disait qu'on avait honte. Moi j'avais honte quand j'étais dans le bidonville à Calais. Quand je suis arrivée, les exilés me demandaient mais et toi tu viens d'où? Et je leur disais je suis française et je suis désolée. Je suis vraiment désolée d'être française. Et les gens me disaient mais c'est pas ta faute, il faut pas que tu sois désolée. Et j'ai appris à faire avec ça et justement à ne plus avoir honte parce que c'était pas de ma faute. Moi j'étais là pour les aider comme des tas de gens, comme Anan le fait aujourd'hui ici à Paris, comme Fouad le fait aussi en banlieue. Comme Anne d'Utopia 56, Adriana, pardon, excuse-moi, qu'elle l'a fait à Calais, elle continue ici à le faire à Paris. Et donc nous, non, je revendique justement ma solidarité et je n'ai plus honte d'être française parce que je sais ce que je fais et je sais quelles sont mes valeurs et je sais quelles sont les valeurs de mes camarades et je n'ai pas honte, au contraire. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Isabelle. On va accueillir justement, puisqu'on parle d'Utopia 56, Anan, il est avec nous, c'est le cofondateur de Utopia 56. Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2, Utopia 56. Vous êtes le cofondateur. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment tout a commencé, même si Adriana nous a aussi parlé un petit peu du commencement, mais j'ai ouï dire que vous étiez un grand militant, Yann. Alors un grand militant, oui, on est sur le terrain, c'est clair. Comment ça a commencé tout simplement une révolte impersonnelle déjà, une révolte familiale. L'éducation de mes enfants aussi, voir tout ça passer devant moi et ne pas agir, ne pas réagir. La chance d'avoir beaucoup de temps, de gagner ma vie correctement en travaillant 90 jours par an, donc ce qui me laisse du temps pour pouvoir me lancer dans des actions. Et voilà, et c'est se dire, on a des compétences dans nos métiers. Moi, je travaille dans le monde du spectacle, dans le monde des gros festivals géants de 300 000, 400 000 personnes. On sait monter des villes, on sait gérer des campings, des camps, indirectement, c'est ce que je fais, moi, des campings de 30 000 personnes. Et quand il y a eu ce problème des migrants, on s'est dit, mais c'est pas possible. Quelques amis intermittents du spectacle, on s'est dit, mais 6 000 personnes, 10 000 personnes, mais pourquoi ils galèrent en fait? Donc on a été voir. On s'est rendu compte qu'il y avait 90% de gens qui étaient sur le terrain à Calais qui étaient des Anglais. Donc ça c'était assez incroyable déjà, de prendre cette vérité en pleine figure, de se dire oui, il y avait un peu de Français, mais très peu, et que pendant les 20 ans que durent les problèmes depuis Calais, on a eu beaucoup de Français, c'était des acteurs locaux. Par contre, quand il y a eu cette arrivée importante, on a eu les Anglais qui ont réagi en premier en fait. Et c'est eux qui ont géré le bidonville de Calais, en majorité. C'est eux qui ont fait le boulot. Incroyable, ce peuple anglais, ces citoyens anglais qui se lèvent et qui disent on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on n'est pas d'accord avec la politique que notre gouvernement mène, et on va venir sur ce terrain s'organiser. Fort de ce constat, nous, quand on a vu tous ces Anglais en marche, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a monté une asso avec des Français et on s'est dit, on va coordonner, comme ce qu'on fait sur les festivals, on va coordonner tout simplement l'action des citoyens qui vont venir. On a donné la possibilité à des citoyens de venir à moindre frais, c'est-à-dire 5 € d'hébergement par jour, à Paris ou à Calais. Et les gens sont venus en masse. On est parti à 3 dans cette association. Un peu plus d'un an après, on est 4500 adhérents, 30 000 journées de volontariat. J'ai envie de dire, elle est belle cette jeunesse. 80% des bénévoles d'Utopia, c'est les 18-25 ans, qui n'ont pas forcément de boulot, qui sont en fin d'études, qui sont en césure, qui prennent du temps pour eux aussi pour réfléchir sur ce qu'ils vont faire dans l'avenir.
Moi, j'ai envie de dire, il se passe quelque chose. Il faut qu'on continue à amplifier ce mouvement. Il faut continuer à pouvoir dire que notre jeunesse est belle. C'est elle qui va gérer le pays demain. On peut pas lui laisser n'importe quoi. C'est tout simplement des citoyens, parents, qui se disent mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Et justement, dernière question, Yann, pour ce qui est d'Utopia, donc qui était principalement consacré, donc si j'ai bien compris, à ce qui se passait à Calais. Maintenant que Calais, l'épisode est en quelque sorte refermé, terminé, qu'est-ce qui se passe pour Utopia? Ah non, Calais, ça ne s'est jamais arrêté. C'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est que la volonté du gouvernement et la couverture médiatique justement a fait croire que Calais était fini. Mais juste à côté de Calais, il y a un camp à Grand-Sainte qu'on a co-géré pendant 7 mois, avec 1500 Kurdes qui viennent principalement d'Iran et d'Irak. Et donc Calais, 10 000 personnes, 7 000 personnes qui vont en CAO, le compte n'y était pas. Il y avait toujours des gens qui restaient là-bas. Donc nos associations sont restées travailler en collaboration avec bien sûr Help Refugees, une énorme asso anglaise qui est hébergée par l'Auberge des Migrants, une grosse asso aussi une asso qui travaille depuis 15 ans avec les migrants à Calais. Et donc cette association, l'Auberge des Migrants, a su héberger d'autres associations pour venir l'aider dans ce combat. Aujourd'hui, Calais recommence en gros volume. On a des équipes sur Calais. On n'était jamais parti. Notre dépôt géant avec l'Auberge des Migrants, Help Refugees et Utopia continue à fonctionner. On continue les collectes. Et non, je peux vous assurer que sur le terrain à Calais, il y a du boulot. Et Utopia 56, c'est aussi le projet de la ville de Paris, de la maire de Paris, qui nous contacte avant de lancer son programme sur Paris et nous explique ce qu'elle veut faire. Et nous, de se dire, c'est la seule élue, avec Damien Carême à Grand-Sainte, qui se lève pour faire quelque chose. Il n'est pas parfait ce projet à Paris. Il y a des lacunes. On est en train d'y travailler, d'essayer d'y remédier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que demain, ce dispositif, ça sera le seul qui va rester en France. Après les élections, on imagine que c'est déjà mieux que rien. On imagine que tous ces gens qui ont laissé leurs empreintes ailleurs, en Grèce, en Italie, ce qu'on appelle les dublinés, qu'ils soient dublinés dans un camp, dans la ville à Paris, ou dans un CAO, ces gens sont dublinés. C'est pas de la faute de la mairie de Paris, c'est pas de la faute d'Utopia, c'est pas de la faute des associatifs. Voilà, c'est le système européen, ce mur invisible qu'ils ont créé, qui complique les choses pour tout le monde, qui crée, j'ai envie de dire, qui crée cette violence pour eux, de les promener, pour les mettre à bout en fait. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est le constat qu'on a fait avec Utopia 56, de se dire qu'en fait, la non-gestion des camps, la non-gestion du problème des migrants est quelque chose d'organisé, quelque chose de voulu par l'État. On n'est pas envahi. 0,34% des 0,34%, c'est ce que représente la population de migrants en France sur le 65 millions. C'est peanuts. Donc en fait, les bidonvilles sont créés tout simplement pour empêcher ce fameux appel d'air dont on n'arrête pas d'entendre parler. Plus on les reçoit mal, plus on les reçoit indignement, et ben moins ils viennent chez nous. C'est ça la politique. Bravo Yann, en tout cas, européenne. bravo pour votre action, votre initiative, et comme vous les aimez à le rappeler, c'est important de le dire, la plupart de ceux qui sont dans votre association ont 18-25 ans, donc concernés par l'avenir de demain, et c'est justement avec eux qu'il va falloir faire, et avec eux pour qui il faut travailler. Oui, il y a une question peut-être? Oui, moi je voulais... Isabelle. Oui, merci Christophe de me donner la parole. Je voulais rebondir sur la réponse de Yann. Évidemment, il a tout à fait raison quand il dit que Calais c'est pas fini. Il faut savoir que avant Calais, il y a eu Sangatte. Oui. Et que c'est une situation qui perdure déjà depuis au moins 20 ans et que les gens auront toujours cette volonté de franchir la frontière. Donc Calais c'est aujourd'hui et Calais c'est demain, et que il faut d'autant plus se réunir et être solidaire que Natacha Bouchard, la maire de Calais, a produit des arrêtés municipaux donc qui interdisent les points de fixation de dons de nourriture auprès des exilés. Donc c'est grâce notamment à l'Auberge des Migrants, à Help Refugees et Utopia 56 qui font des distributions de nourriture. Donc aujourd'hui, à leurs risques et périls, à n'importe quel moment, ils peuvent se faire arrêter par la police et se faire embarquer. Donc c'est vraiment très grave, il faut le dénoncer. Et encore une fois, moi je salue vraiment l'Auberge des Migrants, Help Refugees, les repas du Salem.
collectif Salam, oui voilà Salam et Utopia 56, vive les Bretons, parce que sans eux, toutes ces personnes là qui sont à Calais et autour de Calais, ça serait terrible. Elles auraient rien à manger, elles auraient pas de sac de couchage, elles pourraient pas se changer de vêtements, elles pourraient pas prendre des douches. C'est quand même assez terrible. Et on remercie aussi l'action du Secours catholique. Donc oui, il faut être là. Merci à tout le monde. Et puis à tous les gens, il faut lancer des appels à tous les gens qui n'ont pas le temps de se rendre à Calais, des gens qui travaillent, qui ont des vies de famille, tout ça, envoyez des dons, envoyez de l'argent pour soutenir l'action des associations et des ONG. Est-ce qu'il y a, Yann, justement par rapport au camp de Grand-Saint, il y a le ministre, si je ne m'abuse, de l'Intérieur, monsieur Bruno Le Roux, qui a parlé d'un démantèlement à venir. Vous êtes au courant ? Tout à fait. En clair, Utopia 56 et 54 assos, dont l'Auberge des Migrants et El Trépudis, ont géré ce camp pendant 7 mois, même si l'État a mis la main sur ce camp depuis le mois de mai. On est resté, nous, avec Utopia et plein d'associations, jusqu'au mois de septembre. On est parti tout simplement parce que l'État ne gère pas ce camp. L'État fait tout pour que ce camp parte à la dérive. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils n'ont pas géré, ils ont tout fait pour que ça parte à la dérive, parce que ce camp, en fait, ils n'en ont jamais voulu. Et aujourd'hui, comme on le savait depuis des mois et des mois, l'État a mieux repris ce camp pour le fermer. En fait, c'est tout simplement ça qui se passe. Tout ça, c'est organisé, tout ça est prévu. La CJ, qui a été mandatée pour gérer ce camp, n'a jamais géré ce camp, ou l'a géré vraiment, mais d'une façon horrible. La réalité, c'est qu'on va mettre tout ça sur le dos des passeurs, même si bien sûr il y a des passeurs dans ce camp, et ça personne ne pourra le nier, mais en fait la non-gestion du camp et la non-gestion de la volonté de l'État, c'est ce qu'on voit tous les jours nous sur le terrain. Donc ils vont pas nous la faire à nous, associatifs de terrain, ils vont bien sûr la faire au niveau de l'opinion publique, parce que les gens ne sont pas informés sur la réalité du sujet. Moi ce que je voudrais dire pour finir, tout simplement, c'est que tous les jours, des citoyens se lèvent, se donnent la main, et continuer à avancer sur un destin meilleur. On est peut-être des utopistes, on est peut-être des rêveurs, mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que profitez de vos antennes pour dire à tous ces jeunes qui n'ont pas de boulot, qui veulent faire quelque chose pour faire avancer les choses, venez avec nous. Venez, vous allez voir, on va vous mettre sur le terrain. Vous allez aussi donner du sens à votre vie, parce que rester à rien faire, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu quand j'étais jeune, et il y a un moment donné, toute cette jeunesse, elle est tellement belle que moi, j'ai envie de la mettre en mouvement, tout simplement, parce que c'est leur monde demain. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Merci. Cette jeunesse. Merci beaucoup Yann. On va demander d'ailleurs à Adriana qui saura nous répondre pour le coup. Comment fait-on pour contacter Utopia 56 sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et compagnie. Il y a tout ce qu'il faut là, je pense. Hein. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et n'oubliez pas, moi je suis un gars de cité et j'ai pas été beaucoup à l'école. Par contre voilà, on peut faire des choses dans cette cité pour améliorer cette France qui aujourd'hui est abîmée par des nationalistes. Donc groupons-nous pour travailler sur ce sujet-là, et bien sûr sans violence, parce que la violence c'est pas du tout notre rôle. Et c'est la violence et le refuge des incompétents. Merci beaucoup Yann. À très vite et bravo en tout cas pour cette initiative. Foued, qui est très silencieux et très sage depuis tout à l'heure. Atmosphère. Explique un petit peu aux auditeurs quel est le but d'Atmosphère. On a bien compris le documentaire d'Isabelle, Utopia 56, maintenant Atmosphère. Alors, moi, bien près du micro, monsieur Foued, s'il te plaît, pour qu'on puisse bien profiter de tes propos. Des radios, donc je vais essayer d'être le plus près possible. Tu préfères la télé ? Alors, même pas. Même pas. Alors, Atmosphère, c'est tout simplement un squat. Ouais. On essaie tout simplement d'y créer un semblant de vie avec des personnes les plus différentes. Entre autres, il y a des Anglais qui viennent, des humanitaires anglais qu'on héberge actuellement chez nous depuis que Calais s'est un peu fermé. Donc, ils sont là avec toute leur logistique. Moi plutôt, je voudrais plus, au lieu de vous parler de ce lieu, c'est vraiment porter vraiment une vraie vision. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de mètres carrés disponibles en Île-de-France. Ouais.
On a des jeunes, ils ont 25 ans, ils dorment encore dans des lits superposés, entassés dans des HLM. Demain, ça va péter tout ça. C'est sûr et certain, quoi. Aujourd'hui, il faut qu'on aille récupérer ce qui nous est dû. Moi, j'ai rien contre la finance qui se sont accaparés, comment dire, tous ces biens immobiliers. Je suis pas là pour dire, il faut, c'est un écosystème comme un autre, mais il faut un peu le réguler. Il y a vraiment des millions de mètres carrés, il y a eu trop d'abus. Et l'abus, ça mène à un moment à une révolte, quoi. Et en France, on aime bien les révolutions. Donc, je sais pas pourquoi on attend toujours la révolution. Moi, je pense que nous, ce qu'on fait en tant qu'humanitaire, c'est éviter cette révolution et être une sorte de essayer de faire évoluer et réguler les choses avant que ça pète. Vous êtes un pansement, quoi, c'est ça? Exactement. On est ce pansement. Il y a tellement de millions de mètres carrés. Moi, quand je me retrouve face à un juge, après avoir squatté, comment dire, un bâtiment, je viens pas pour faire de la misère sociale. Je viens pas dire au juge, oui, je sais pas où dormir, et puis voilà, le 115, il est saturé. Ce que je viens dire au juge, je lui dis tout simplement, écoutez, madame ou monsieur le juge, moi j'ai plein d'argent, j'ai plein de revenus, j'ai plein de moyens. Aujourd'hui, en tant un entrepreneur qui voudrait, comment dire, juste un local pour fournir du service à la personne, pour aider, comment dire, nos seniors, un local, on ne le lui loue pas, même s'il est prêt à payer 3 années d'avance. On ne lui loue pas, c'est-à-dire qu'on l'empêche de créer de l'emploi et en même temps on l'empêche de fournir un service à une certaine population. C'est-à-dire que moi, mon axe de défense quand j'ouvre un squat, c'est vous empêcher les gens de venir entreprendre dans le sens large. Pour moi, un réfugié qui essaie qui vient ici pour se protéger parce que voilà, il est en danger dans son pays, puis se refaire, comment dire, un peu une santé, c'est une forme d'entrepreneuriat. On est tous des entrepreneurs, quoi. Moi, je défends vraiment l'axe entrepreneurial quand j'ouvre un squat. Très bien. Voilà. Alors, on va en parler un peu plus. Alors, on va peut-être, Alan, si tu le veux bien aussi, dans un instant, avant de j'aime ou j'aime pas et ton coup de cœur, évoquer la situation de Paris, parce qu'elle est aussi dramatique. Même si Yann saluait visiblement la bonne démarche de la maire de Paris, Anne Hidalgo, il y a eu ce grand bidonville du côté de Stalingrad, oui. qui est toujours d'ailleurs, qui existe toujours, je crois. Hein. Non, qui a été totalement. D'accord. Qui se passait sous le métro parisien. Hein. Voilà, de Jaurès à Stalingrad, jusqu'au canal Saint-Martin. Aujourd'hui, la situation à Paris, on a. Alors, si tu veux bien, on le fera juste après la pub. D'accord. Hein, comme ça, on s'en débarrasse en quelque sorte. Et puis, on évoquera, alors je sais pas avec lequel d'entre vous, pour expliquer aux auditeurs ce qu'est un demandeur d'asile. Parce qu'il y a beaucoup, comme l'a fait remarquer très justement Isabelle tout à l'heure, de non-dits par rapport aux demandeurs d'asile qui touchaient des sommes absolument considérables, alors quand finalement il n'en est rien. Peut-être que l'un d'entre vous sera capable de nous expliquer qu'est-ce qu'un demandeur d'asile et ce à quoi il a le droit pendant sa demande. Précisons. D'accord. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Hanan Zawani qui est avec nous aujourd'hui pour parler donc de la situation des réfugiés. On a parlé évidemment beaucoup de Calais avec nos invités ici présents. On va aussi parler de Paris avec ce camp également qui était sous le métro parisien pendant un petit moment, qui a été complètement fermé. Où sont-ils allés, Hanan, ces gens qui étaient présents à Stalingrad? Les gens qui ont été donc le camp a été démantelé. Donc je pense, parce que moi je suis arrivée il y a 4 mois à peine, que ils ont été répartis dans différentes régions de France notamment, et puis dans différents centres, et qu'il y en a aussi beaucoup qui ont quitté le pays. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Le camp de Jaurès et Stalingrad, qui était des centaines de tentes sur le trottoir sous le métro, il a été démantelé début novembre 2016. Donc, ouais, ils avaient convoqué toutes les caméras des rédactions ce jour-là d'ailleurs. Ouais, c'était un spectacle. Et donc les personnes qui étaient là ont été mises dans des bus et envoyées dans des CAO en France. Comme vous vous rendez compte quand même cette image qui est absolument désastreuse d'évacuer un camp et de mettre ces gens dans des bus, ça rappelle vraiment des images terribles de l'histoire.
Oui. Après, quand même, c'était d'être accueilli dans un CAO, même si l'accueil a été vraiment différent, dépendant des CAO. Il y a des CAO qui étaient préparés, qui ont pu donner un accueil avec un minimum de dignité, d'autres où c'était pas le cas. Mais disons que d'avoir un toit, c'est quand même un peu mieux que d'être sur le trottoir, quoi. Oui, évidemment. Après, Christophe, je tiens quand même à en parler parce que c'est important, le démantèlement des camps. Après, je sais pas quelle image vous avez eue, mais il y a eu, faire un focus sur les violences policières, ça c'est hyper important. Oui, alors justement, j'allais en parler, ça tombe bien. Ouais. Les violences policières, ces images terribles de ces policiers qui confisquent les couvertures de ces personnes qui dorment sur les trottoirs. On leur confisquait les couvertures en plein hiver. Pour moi, ça fait partie d'une politique de l'État qui est d'invisibiliser ces personnes. On veut faire semblant qu'il n'y a pas de camp en France. Tu dis bien une politique de l'État parce que ces policiers, évidemment, c'est pas de leur propre chef et de leur propre initiative de confisquer la couverture d'un migrant. Ils reçoivent des ordres. Bien entendu. Ils ont une possibilité d'interprétation de ces ordres. Certains les interprètent différemment. C'est vrai que nous, on a eu des expériences avec des CRS qui étaient positives, des personnes qui respectaient un minimum les migrants, d'autres qui ont fait des choses, notamment empêcher les personnes de s'asseoir dans la file. Donc il y a aussi une possibilité d'interprétation différente. Mais pour moi, c'est une politique plus générale d'invisibilisation. On ne veut pas de camp. Et le problème, c'est que même si moi je pense qu'un camp c'est pas l'idéal non plus. Je ne pense pas qu'on doive pérenniser les camps et qui doivent les conditions de vie sont pas idéales. C'est quand même l'invisibilisation des personnes, c'est un gros problème. La violence policière, Hanan, justement, jusqu'à interdire même des distributions des repas du Salem. Alors non, nous on n'a pas été interdit de distribution à la rue Philippe de Girard. Là tu parles effectivement d'interdiction qui a été faite de distribuer en face du stand de Porte de la Chapelle. Oui. Donc les raisons invoquées, c'est des raisons de sécurité, de propreté de l'état des lieux. Et en fait ils ont été, les distributions ont été déplacées face à la déchetterie. Voilà. Quelle belle image. De propreté, mais on les met. Mais après, voilà, ce que moi ce qui est important pour nous lors de cette émission, c'est effectivement de dénoncer ces violences policières, ces conditions d'accueil qui sont indignes, cette volonté de l'État qui est en réalité de chasser, de décourager ces réfugiés pour ne plus en fait qu'ils rentrent au sein du territoire français. Mais derrière, il s'agit aussi de se dire qu'il y a des vraies solutions qui peuvent être proposées. Donc Utopia, Utopia 56 qui est là aujourd'hui, fait un gros travail auprès des associations qui viennent distribuer la nourriture de coordination. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez d'associations sur place pour couvrir les besoins. Donc les besoins, c'est le matin, le midi, le soir. C'est 350 à 400 réfugiés, parfois 200, qui doivent manger. Et que derrière, vu que l'État se désengage, je suis désolée de taper sur le doigt d'État, mais c'est la réalité. On n'a pas suffisamment d'associations. Donc on a eu un gros focus, comme tu as dit, lors du démantèlement des camps, sur les conditions des réfugiés. Utopia notamment avait son nombre suffisant de bénévoles. Hier on a été avec Isabelle à Porte de la Chapelle. Il n'y a plus de bénévoles, quoi. Il n'y a plus de bénévoles sur place. Il y a de moins en moins d'associations. Au niveau des dons, pareil, c'est hyper compliqué. Donc aujourd'hui, il s'agit de dire, remobilisons-nous. On a effectivement ces associations qui est là, Utopia qui a cette volonté de les coordonner. Foued, il est là aujourd'hui et c'est pour ça que je l'ai invité. C'est parce qu'on a un lieu donc on a ce lieu à l'atmosphère, donc qui est au 21 rue Clichy à Saint-Ouen. On a fait un gros travail pendant 1 mois et demi, 2 mois pour créer une cuisine, pour justement que les associations viennent cuisiner. Là derrière, il y a un gros travail qui est en train d'être fait aussi pour qu'on récolte des denrées. Donc en réalité,
on facilite le tout par un local qui nous est mis à disposition, par la recherche de collecte, en tout cas on travaille dessus, l'achat d'un véhicule interassociatif pour toutes les associations. Donc voilà, juste remobilisons nous et travaillons ensemble. Je parlais tout à l'heure de solidarité, de fraternité. Et ben là, il est temps d'y aller. Il ne s'agit pas de dénoncer, et puis après d'éteindre sa radio, et puis allez, on passe à autre chose. Il y a des besoins, donc on peut. Je te laisse la parole, Adriana, tout de suite. Donc il y a Utopia qui a son site, il y a les repas du Salem, SALEM, qui a sa page Facebook. Il y a mon numéro de téléphone qui est le 07 63 40 29 28. 07 63 40 29 28. Aujourd'hui, on distribue 3 fois par semaine, mais les gens, ils ont besoin de manger tous les jours. Et il y a des associations, donc cherchez-les. Voilà. Juste avant, je voulais signaler aux auditeurs auditrices que l'ONG Le Secours Islamique organise un grand rendez-vous qui a pour titre Où trouver refuge aujourd'hui, et c'est à l'occasion des 25 ans. Le Secours Islamique France rassemble les meilleurs spécialistes des migrations pour trouver des solutions à cet enjeu planétaire. Ça se passe de lundi 27 mars de 8h30 à 18h, salle Clémenceau, Palais du Luxembourg, rue Vaugirard à Paris. Donc voilà pour cette opération. Avec l'intervention notamment de Monsieur Ronnie Broman et pas mal donc de personnalités. Le 27 mars donc c'est organisé par le Secours Islamique. Peut-être qu'en un mot aussi la violence policière, vous l'avez rencontrée, connue, Isabelle, dans le camp de Calais? Oui, puisque les forces de l'ordre étaient présentes H24, donc bien sûr qu'il y a eu de la violence policière, notamment pendant les expulsions. Ouais. Donc les CRS intervenaient avec des canons à eau, des flashballs, des tirs de grenades lacrymogènes. Alors ça pouvait être la journée, mais c'était aussi la nuit. Et je me souviens d'ailleurs d'une scène qu'on retrouve dans Fadjara de nuit, où pendant l'expulsion de la bande des 100 mètres, où les CRS ont tiré des grenades lacrymogènes. Il était 3h du matin, et du coup ça a mis le feu aux cabanes et aux tentes qui étaient devant. Incroyable. Fouad, peut-être un mot sur la violence policière. Peut-être l'as-tu rencontré, connu, constaté? Moi personnellement, oui. Combien de fois je me suis retrouvé au sol et me faire exploser la gueule. Je pense que c'est pas fini, quoi. Quand je me retrouve face à des CRS, etc. J'ai même quelques vidéos sur ces moments mémorables. Mais bon, maintenant je suis pas non plus à dire. Faut savoir que quand je me retrouve dans une situation comme ça, ou comme ces gens de Calais qui veulent passer, comment dire, à Londres, faut savoir qu'il y a la fatigue. Il y a cette peur, vous créez de l'adrénaline, et là vous vous retrouvez dans une situation où vous faites des risques complètement inconsidérés. Et vous vous retrouvez aussi face à des gens qui font leur job. Alors je sais pas comment on devient CRS, mais bon, à mon avis, il y a bien une raison. Tu deviens pas CRS comme ça, quoi. Et on se retrouve face à face, et là, bien sûr, tous les risques, tous les dangers peuvent arriver, quoi. Quelqu'un qui a attendu pendant 24 heures le moment de passer, et puis se retrouve face à des gars qui on leur a augmenté leur charge de travail pendant 24 heures et puis ils ont des armes. Alors, tout peut arriver. Moi, je me suis retrouvé, comment dire, à me faire expulser aussi, par exemple, de squat. Les mecs se sont réveillés, à mon avis, à 4 heures du matin avant de venir nous expulser à 6 heures du matin. Je pense que, comment dire, si le mec, il a pas bien dormi la nuit, quand il est en face de nous, voilà, tu peux imaginer, voilà, les galères dans lesquelles on se retrouve. Ouais. Voilà, donc c'est des combats de guerriers, quoi. Et puis voilà, puis ça se termine au poste, et puis parfois il y a des morts, et il y a des morts, il y aura des morts ce soir. Et ça, c'est plus maintenant un fait divers, c'est un fait général. Oui, c'est malheureusement triste. Alors, justement, Anan, en un mot aussi, on voit de plus en plus, je crois, vous comme moi, en voiture, au feu rouge, dans le métro, beaucoup de gens qui font la manche, qui demandent de l'argent. Et on voit aussi le comportement de certaines personnes, les ignorants ou leur parlant extrêmement mal. Encore une fois, on va peut-être rappeler quand même à tous ceux qui nous écoutent ce soir que personne, je dis bien personne dans le monde, ne quitte par gaieté de cœur son domicile, sa famille, ses amis, ses repères, quoi. Et aujourd'hui, ces gens qui se retrouvent dans des situations hallucinantes, dramatiques, qu'on a essayé d'illustrer, de relater
depuis le début de cette émission. Évidemment, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils sont évidemment en train de demander de l'argent. Parfois, on a affaire à des gens qui ne comprennent malheureusement pas le français, ou peut-être heureusement d'ailleurs pour pas entendre les remarques désobligeantes de certaines personnes. Ils sont de plus en plus présents dans le métro, dans les feux rouges. Est-ce qu'il y a aussi moyen d'encadrer tous ces gens, peut-être Là, en fait, si vous voulez, effectivement, quand on prend la voiture et puis qu'on prend les sorties de périphérique à Porte de Pantin, Porte de la Chapelle et un petit peu partout, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes, des familles, des mamans avec des enfants, des papas, des même très jeunes enfants, qui présentent une affiche, en fait, où on a écrit réfugiés syriens, aidez-nous, et qui nous présentent même des passeports. Moi, je parle arabe, donc effectivement, ça m'est arrivé, et c'est pas que mon témoignage à moi, c'est le témoignage de beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est en fait que ces Syriens, en fait, ces prétendus Syriens, ne sont pas des Syriens, mais en fait, on imagine que c'est des Roms. Moi, je leur jette pas la pierre, en fait. Ce que je te disais tout à l'heure, Christophe, c'est que face à cette détresse humaine, face à cette pauvreté, le fait qu'ils soient dans la rue, c'est qu'en fait leurs moyens, leur solution en fait pour avoir un petit billet, un bonbon, un ticket restaurant, une main tendue, c'est de se faire passer pour des Syriens. Voilà. Ouais. C'est comme si eux en fait c'était des sous-hommes, et que pour pouvoir provoquer une compassion, ils portent le voile et le passeport du Syrien. Je trouve ça hyper malheureux. Il y a aussi pas mal de réseaux d'exploitation, et ces personnes-là sont aussi utilisées par des réseaux mafieux. Voilà. C'est pas forcément tout ce qu'ils veulent faire. Ce qui est important, une chose avec Utopia qu'on défend énormément, c'est l'accès à l'information, la réelle information des personnes sur leurs droits, et ce qu'on peut faire avec ces personnes, même si on peut pas forcément s'engager directement parce que ça peut faire peur, on sait pas forcément quoi faire, c'est leur donner l'information. Apprendre soi-même l'information pour pouvoir la donner aux autres, parce que ou alors leur donner accès à des associations comme le GISTI, comme la CIMAD, qui font un très grand travail d'information des réfugiés, des migrants, des Roms sur l'accès à leurs droits, parce qu'ils ont des droits dans ce pays, et on les respecte pas parce qu'ils ne les connaissent pas. La plupart du temps. Ouais. Alors, j'avais proposé tout à l'heure, et avant que j'oublie, on va le faire parce que c'est important de faire un petit focus sur les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'un demandeur d'asile aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est capable d'expliquer? Alors, je vais expliquer en quelques mots. Donc, qu'est-ce que le droit d'asile en France? C'est le droit de rechercher protection hors d'un pays dont on a la nationalité ou sa résidence habituelle du fait de persécutions ou de menaces graves de la part des autorités de son pays. Voilà, de parti ou d'organisation. Pour quel motif on peut demander asile? Par crainte d'être persécuté en raison d'une race, d'une religion, d'une nationalité, en raison de combats pour la liberté. Donc aujourd'hui, alors attendez, c'est reparti. Aujourd'hui, on confond en fait beaucoup. Tout est relié sous le terme migrant. Mais il y a les demandeurs d'asile, il y a les réfugiés, et on a ce qu'on appelle les migrants économiques. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, qui octroie le droit d'asile en France, c'est l'OFPRA. Donc là, pareil, remettre l'accent sur les conditions d'accueil indignes. Adriana parlait effectivement du droit à l'information. Aujourd'hui, il n'y a pas d'information. Donc ce qui fait qu'on retrouve des personnes qui arrivent sur le territoire français, qui savent pas où se diriger. Il n'y a pas de bureau d'accueil aujourd'hui, mis à part pour les Syriens. Alors le projet d'Anne Hidalgo, malgré tous les problèmes qu'il y a pu y avoir à la file de l'extérieur notamment, tout ce qu'on a pu entendre, il y a eu des problèmes avec ce centre, mais c'est aussi parce que c'est le premier exercice de ce type en France, donc on s'adapte, on essaye de trouver des solutions, mais le but de ce centre, c'est un centre pour primo-arrivants, c'est justement de pouvoir avoir un endroit d'hébergement de courte durée, donc à peu près 10 jours, pour des personnes qui viennent d'arriver en France, pour leur permettre d'avoir
justement accès à l'information sur le droit d'asile et qu'ensuite ces personnes-là puissent décider ou non de demander l'asile et donc devenir demandeurs d'asile, c'est-à-dire rentrer dans la procédure et commencer sa demande et ensuite avoir accès à d'autres droits qui découlent de cette demande d'asile. Alors on va préciser, alors arrêtez-moi si je me trompe parce que je me suis un peu aussi renseigné. Quand on est demandeur d'asile en France, aujourd'hui, d'abord, est-ce qu'on sait à peu près combien ils sont aujourd'hui concrètement? Est-ce qu'on a des chiffres? Parce que moi je les ai pas là-dessus. Il y a eu à peu près en 2016 85 000 demandes d'asile. C'est une augmentation de 6% par rapport à 2015, mais c'est pas une augmentation énorme non plus. Et par rapport aux 67 millions d'habitants en France, c'est pas si énorme que ça. Ce qu'a le droit aujourd'hui un demandeur d'asile, là aussi vous m'arrêtez si je me trompe, c'est 6 € par jour. C'est ça, c'est une allocation de demandeur d'asile. Voilà, une allocation de demandeur d'asile qui est valable uniquement pendant la demande. Oui, voilà. C'est ça, parce que les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler. Voilà, donc ils touchent 6 €, alors quelques centimes, par jour. Lorsqu'il s'agit d'un couple, je crois que ça monte à 11 €. Ça dépend du nombre de personnes dans la famille. Oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est important. Et ça peut aller jusqu'à 37,90 € lorsque ça concerne un couple et 5 enfants. Moi, c'est les chiffres que j'ai. Ouais. Après, je voudrais juste quand même refaire un point. Donc, s'agir quand ils arrivent en France, et c'est pour ça que je parlais de ce droit à l'information et à la prise en charge immédiate. C'est que il faut décrire la réalité du terrain aussi. On leur ouvre pas grande la porte. Ils arrivent pas, ils sont pas propulsés directement au centre à Porte de la Chapelle avec un dossier qui les attend signé et une allocation qui leur est versé pour entrer dans ce centre, soit effectivement ils se présentent directement parce qu'ils ont eu les informations, soit, et moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, de rencontrer des mineurs qui étaient sur le terrain depuis 6 semaines et qui savaient même pas où aller. Et là, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. À partir du moment où ils rentrent effectivement dans ce centre et qu'ils font leur demande d'asile, ça met plusieurs semaines. Ça met plusieurs semaines avant qu'ils touchent un sou. Une personne que je ne citerai pas aujourd'hui est arrivée au mois de décembre. Nous sommes le début décembre, nous sommes le 15 mars. Le 16 mars, pardon, elle ne touche pas 1 €. Et pourtant, les rendez-vous sont faits en temps et en heure. Il y a un suivi, il y a un accompagnement qui est fait. Donc voilà, c'est pas si simple que ça. Et une fois qu'ils ont eu de toute manière leur allocation, effectivement, il y a un temps d'attente qui est long, qui normalement doit être 9 mois au maximum. C'est énorme, c'est très long. Où là, ils sont livrés à eux-mêmes. Avec 320 €, certes, mais ils sont livrés à eux-mêmes et sans savoir est-ce que ça va être accepté ou refusé. Donc la réalité du terrain, c'est ça aujourd'hui. Oui, non, parce qu'on tenait à donner les chiffres parce qu'il y a eu beaucoup de fantasmes autour de cela. Oui. Et sciemment, peut-être d'ailleurs de la part de certains responsables politiques ou de certaines personnes aussi dans la presse ou qui ont relayé des fausses informations en disant que les demandeurs d'asile étaient touchés quasiment plus qu'un SMICAR aujourd'hui en France, alors que c'est complètement faux. Oui, voilà. Donc c'était important de rétablir les choses. On rappelle 6 € par jour pour un homme seul. Je crois que c'est aux alentours de 11 € pour un couple. Et ça peut monter jusqu'à 37,90 € par jour pour une famille. Voilà. Et donc ça, c'est l'exception et 5 enfants qui la touche. Voilà, c'est ça. C'est l'exception. Bien sûr, non mais voilà, il fallait rappeler tous les tenants et les aboutissants. Dans un instant, ce que je vous propose, on a essayé d'être complet, j'espère qu'on l'a été, et s'il faudra en faire une autre, on en fera une autre. Mais c'est de laisser la parole à chacun d'entre vous pour qu'il puisse nous donner un maximum d'informations sur vos associations, sur votre parcours et sur vos communications, réseaux sociaux et compagnie. Vous aurez la parole dans un instant. Et puis le coup de cœur de Hanan aussi, faut pas l'oublier. C'est quoi ton coup de cœur d'ailleurs, Hanan? Mon coup de cœur, justement, c'est la marche pour la justice et la dignité. Dimanche 19 mars. Absolument, voilà. À partir de 14h30, je crois. Au départ de la République. De la République, c'est ça. Dans un instant, on en reparle, à tout de suite. France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Hanan Zawani, que je tenais à remercier personnellement pour nous avoir organisé une belle émission avec des gens qui n'ont qu'un seul but, visiblement, d'après ce qu'on peut en croire au travers de leurs témoignages, d'aider ceux qui en ont réellement le besoin, pour faire simple.
Voilà, donc bravo à tous en tout cas autour de cette table parce que vous êtes quelque part aussi la fierté de ce beau pays des droits de l'homme, la France. Hanan, on va conclure cette émission en demandant à chacun donc qu'il puisse nous donner les informations utiles, ce que vous recherchez, etc. On va commencer par toi, tiens Hanan, le repas du Salem. Alors les repas du Salem, on recherche des bénévoles, voilà, qui soient disponibles le lundi soir à 20h, le mercredi à 13h, le vendredi à 20h pour la distribution. Également des cuisinières pour venir nous donner un coup de main et cuisiner directement à l'atmosphère. Donc ça y est, c'est fait, on a une cuisine, elle est équipée, donc venez cuisiner au 21 rue Clichy à Saint-Ouen et on recherche des dons alimentaires. Alors comment ça se passe? Facebook, site, donne-nous tout. Facebook, les repas du Salem, donc SALEM. Vous pouvez m'appeler, je donne mon numéro de téléphone 07 63 40 29 doucement, 28. Tu sais, les gens ils sont en voiture là, ils ont pas le temps de noter comme ça alors. Alors 07 63 40 29 28. Donc, 40 29 28. Voilà, pour les personnes sérieuses, appelez-nous. Bien sûr. Pour le reste, bon, voilà. Abstenez-vous. Donc repas du Salem. Alors Isabelle, le documentaire qui va être diffusé, je crois, samedi soir, hein, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu as quel est ton mot de conclusion? Voilà, n'hésite pas, dis ce que tu as à dire auprès des auditeurs. Déjà, je te remercie de ton accueil, Christophe. Et je remercie aussi Hanan de nous avoir mis en relation. Et voilà, écoutez, Fadjara, on peut retrouver. Il existe aussi une page Facebook qui s'appelle Fadjara Calais sur le chemin de l'espoir, qui est le sous-titre de Fadjara. Alors Fadjara, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Personne m'a posé la question autour de la table. Alors je vais. Pourquoi Fadjara? Pourquoi Fadjara? Fadjara, c'est un mot soudanais. Que l'on entendait souvent dans le bidonville, de préférence au petit matin ou dans le cours de la nuit, lorsque quelqu'un avait réussi à passer la frontière. Donc du coup, cette personne-là prévenait les copains qui étaient restés dans le bidonville, et ces personnes-là criaient Fadjara, Fadjara, Fadjara. Et donc on peut traduire ça par il a réussi à passer. C'est en quelque sorte espoir, quoi. Espoir, victoire, voilà. Ouais, victoire. Ouais. Et c'est aussi un mot qui était crié lorsque, par exemple, il y avait des actions de sabotage. En ras-le-bol, donc du coup, à l'oppression subie sur le camp. Pour exemple, et on le voit aussi dans Fadjara, c'était à 3h du matin. Donc il y avait un engin de chantier lorsqu'ils étaient en train de finir l'aménagement des containers qui ont accueilli entre guillemets à la fin, au bout du bout, 1500 personnes. Et du coup les gens étaient obligés de rentrer et de déposer leur empreinte, l'empreinte de la main, pour rentrer dans les containers. Donc au début ils étaient vraiment pas chauds pour ça, parce qu'ils avaient peur du coup, comme le disait tout à l'heure Fouad, d'être dubliné, ou Yann, je sais plus, ouais. C'est Yann, je crois, d'être dubliné. Et donc un matin à 3h, donc du coup il y a des gens qui sont allés mettre le feu à l'engin de chantier, et du coup les gars, quand l'engin de chantier a explosé, ils ont crié Fadjara, Fadjara. Voilà, donc ça veut dire aussi résistance. Très bien. Voilà. Et donc il sera diffusé samedi soir, hein, voilà, c'est samedi soir, donc à l'atmosphère. Nous aurons aussi un repas, un couscous, et peut-être aussi un showcase avec de la bonne musique. Et ce que je demanderais, mon mot de conclusion, c'est que les personnes qui viennent assister à l'approche, il y aura surtout un débat, parce que Fadjara est un outil essentiellement qui permet de débattre, d'échanger, de s'informer, et donc lorsque les gens viendront, qu'elles viennent avec du riz, avec des lentilles, voilà, avec des denrées non périssables, afin que ça profite à ceux et à celles qui en ont besoin dans la rue. Et je les remercie vraiment chaleureusement. C'est quoi l'adresse? C'est ouvert à tous pour venir samedi soir? Alors c'est au 21 rue de Clichy, donc l'accès il se fait par le RER C, donc Saint-Ouen, et pour se garer, donc on se gare à la rue Dulcie September, et c'est quoi l'autre rue? Rue Rosa Parks.
c'est donner le nom du site internet. Tout est indiqué dans le site. Donc, Oui, alors tu vas le faire Voilà, dans un bah, instant, je vais Fouad. Adriana, ton mot de conclusion, donc Utopia 56, les moyens de contacter, ce que vous recherchez. Avec Utopia 56, on organise des bénévoles, c'est ce qu'on sait faire. On a mobilisé 4500 personnes depuis le début, depuis un an. Ça peut faire peur, on peut se dire, on peut ne pas savoir quoi faire. Il faut sauter, faire le grand saut, venir nous écrire. Vous pouvez nous écrire à utopia56.paris@gmail.com. Ouais, ça c'est l'adresse mail. Voilà l'adresse mail. On a une page Facebook Utopia 56. On a un groupe aussi qui est ouvert aux adhérents parce que pour venir faire du bénévolat il faut être adhérent parce que nous on n'a pas de subvention d'État et on dépend beaucoup des adhésions donc on a besoin des adhésions. Voilà, si vous voulez venir faire du bénévolat, si vous voulez aussi aider comme les collectifs et les associations comme celui d'Anan qui distribue de la nourriture dans la rue, vous pouvez aussi nous contacter parce qu'on, comme a dit Anan tout à l'heure, on coordonne les distributions dans la rue pour que il y ait pas 3 distributions un jour et puis pas pendant les 3 prochains jours. Bien sûr. Ouais, il y a un travail d'encadrement. Mais ensemble, on va y arriver. Il faut cette mobilisation citoyenne, ce regard citoyen sur la situation, pour pouvoir accueillir ces personnes dans la dignité auxquelles ils ont le droit. Le mot de la fin pour notre ami Fouad. Alors, je vais te donner une information utile, le nom du site internet pour ceux qui veulent se rendre justement à la diffusion du reportage. Alors c'est Atmosphère, ça s'écrit A-T-M comme maman, O-S, Atmosphère, F-A-I-R-E. Donc c'est le faire FAIRE.org. Voilà, du verbe faire. .org. Atmosphère.org. Concernant mon petit mot de la fin, moi j'invite justement tous nos auditeurs à participer à des associations comme Utopia 56 ou les repas du Salem et n'hésitez pas à venir ne serait-ce qu'être juste observateur, commencez par là, venez juste observer votre analyse. Vous imprégner un peu du terrain. Exactement, c'est déjà le premier pas. Et il faut savoir que pour toutes les personnes qui sont isolées, qui vivent, qui ont des horaires de boulot, etc., et qui peuvent pas agir, même en restant chez vous, vous pouvez agir tout simplement en trouvant des solutions, en lisant des choses. Je donne un exemple simple pour avoir de l'impact, humanitaire. On n'est pas obligé de souffrir et d'être sur le terrain. Il suffit d'imaginer des solutions. Je donne un exemple. Si un chercheur a inventé quelqu'un qui trouvait une solution pour faire de l'énergie en mettant une sonde dans le sol, ça y est, ça réglerait le problème du chauffage qu'a eu Isabelle pendant ces 11 mois et tout le monde serait content. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... En fait, il y a des solutions. Il y a des gens qui sont capables de conceptualiser, de trouver, d'analyser. Même ces gens-là sont utiles. Il n'y a pas besoin de mettre aussi les mains à la pâte et de galérer, de souffrir avec nous, quoi. Voilà. Merci Fouad. Anan, très vite, parce qu'on est très en retard. Tu souhaitais mettre à l'honneur dans ton coup de cœur cette marche qui aura lieu ce dimanche à Paris. Voilà, donc c'est la marche... Près du micro, cher Anan. Toi qui fais de la radio, tu devrais le savoir. Oui. Voilà. Donc la marche pour la justice et la dignité, donc ce dimanche 19 mars à 14h, donc de nation à république, contre le racisme, les violences policières, la hogra, la chasse aux migrants. Donc ce sont les familles en fait qui se sont regroupées pour dénoncer ces violences policières. Rendez-vous donc ce dimanche 14h jusqu'à la République. Il y aura un concert géant d'ailleurs le soir à la République avec Kerry James qui sera là, je crois, et puis pas mal d'autres artistes aussi qui se sont mobilisés. Il y en a pas mal. Donc n'hésitez pas. Oui, rapide parce qu'on est très en retard. Rapide. Du coup, comment rencontrer ces personnes-là qui œuvrent sur le terrain? On se pose souvent la question. Du coup, venez samedi à l'Atmosphère. Fouad nous a donné le site web. Donc du coup, Fouad sera là. Il pourra vous expliquer son travail. Adriana sera là aussi. Ou si elle ne peut pas être présente, quelqu'un d'Utopia 56. Hanan sera là aussi. Je serai là. Donc
vous êtes les bienvenus et vous verrez que ce sont des vraies personnes. C'est pas du fake qui agissent sur le terrain. Elles vous expliqueront leur action et comme ça, celles qui ne connaissent pas et qui ont envie de savoir, elles auront des réponses à leurs questions et on leur souhaite la bienvenue. Merci à tous. En tout cas, j'espère qu'on a essayé d'apporter quelques réponses, évoquer le sort de ces gens que vous croisez tous les jours dans la rue, malheureusement, et donc voilà, qui sont dans le besoin. Et je vous remercie infiniment de relater un petit peu de cette situation. Merci à tous. Merci beaucoup, Anan. Merci infiniment. À très vite, Anan. À très vite, oui. Oui. Bah, tu m'as pas donné ta dispo d'ailleurs la semaine prochaine. Hein. Je te le dis au passage. J'en ai pas la semaine prochaine. D'accord, très bien. C'est pour ça. Donc dans 15 jours alors. Merci beaucoup, Hanan, et un bon week-end donc par avance qui va être bien occupé de chez avec Hanan cet week-end. Donc samedi soir à l'atmosphère, dimanche à la marche. Dimanche la marche. Mais bon, très bien. Voilà. Et demain distribution des repas du Salem. Vendredi distribution des repas du Salem à 20h. Voilà. 56 rue Philippe de Girard. Merci à tous. Dans un instant, la suite avec Amar pour l'éphéméride. Pour l'heure, il est 18h02. Voici le rappel de l'actualité. Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Après cette fusillade qui a éclaté ce matin au lycée Tocqueville dans la ville de Grasse, le bilan a été revu à la hausse. La fusillade a fait 8 blessés légers, dont le proviseur. Le bilan est celui du ministère de l'Intérieur. 3 sont à l'hôpital, légèrement blessés par des plombs. Le suspect a été arrêté. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans qui était lourdement armé. Il était élève du lycée Tocqueville. Il est le fils d'un conseiller municipal de Grasse, proche de l'extrême droite. Il était inconnu des services de police. Autre opération de police ce matin à Paris après un colis piégé au bureau européen du FMI, rue de Yana dans le 16e arrondissement de la capitale. La personne qui a ouvert le courrier a été légèrement blessée par la détonation qui ne contenait aucune revendication. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête. Politique, un SMIC rehaussé, la création du revenu universel, une nouvelle loi travail, la fin des véhicules diesel en 2025, de nouvelles places d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, la création d'un service d'accueil public de la petite enfance. Voici quelques-unes des mesures comprises dans le programme de Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle. De son côté, Emmanuel Macron continue de parfaire sa stature internationale. Après avoir rencontré Theresa May à Londres il y a quelques semaines, le candidat d'En Marche est reçu cet après-midi par Angela Merkel, la chancelière allemande, à Berlin. Sport, 4 joueurs nouveaux en équipe de France de football pour les 2 matchs de la semaine prochaine. Il s'agit du jeune attaquant Kylian Mbappé, l'ailier Florian Thauvin, le défenseur Benjamin Mendy et le milieu Corentin Tolisso. Ils ont été convoqués en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps pour la première fois. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.